Île de Ré TV vous propose de découvrir une série de portraits consacrés aux femmes d'exception. Portraits de femmes rétaises, rochelaises. Des femmes qui se retrouvent là où on ne les attend pas par rapport à leur situation de départ et qui ont une démarche proactive. Certains pensent que la femme moyenne qu'ils croisent dans la rue ou qui s'occupe des enfants ne peut pas être exceptionnelle. Car pour être exceptionnelle, il faut être célèbre sur la scène locale, nationale ou mondiale. Cet argument est faux car de nombreuses femmes sont exceptionnelles dans leurs efforts pour ne jamais cesser d'apprendre et d'élargir leur vision du monde. Voici leur portrait. Bonjour, je suis Émilie Sauvaget, je suis psychologue clinicienne depuis 15 ans et je suis également docteur en psychologie et chargée d'enseignement à l'université de Poitiers depuis 2011. Je suis également maman de 2 petites filles et en couple depuis plus de 15 ans. Et mariée depuis maintenant 5 années. J'ai la chance d'habiter en Charente-Maritime près de La Rochelle et c'est vrai que ce département est particulièrement enclin à pouvoir aller au bord de la mer, admirer les couchers de soleil, se promener, donc à réaliser, c'est des choses qui me font du bien, donc c'est important aussi de prendre soin de soi quand on est professionnel et qu'on est en charge effectivement d'écouter et de prendre soin des autres. Alors je suis née à Niort, dans les Deux-Sèvres. Mes parents m'ont eu très jeune, respectivement à 19 et 23 ans. J'ai un petit frère qui a 7 ans de moins que moi. Et donc on a grandi tranquillement dans les Deux-Sèvres. On a été aussi dans le nord de la France pour des raisons de la mutation de mon papa. Et puis on est revenu après une nouvelle fois dans les Deux-Sèvres. J'avais la chance d'avoir des grands-parents qui avaient un pied à terre à l'île de Léron, donc on y a passé de nombreux étés. Chemin faisant, je suis arrivée jusqu'à l'adolescence, j'ai été au collège, au lycée bien entendu, toujours dans les Deux-Sèvres. Et puis quand j'ai eu mon bac à 17 ans, je suis partie faire mes études à l'université de Poitiers. Moi, je souhaitais être styliste. J'avais même passé un concours à Paris pour une école de mode. Et puis, finalement, je suis allée à l'université et j'ai choisi option psychologie. Mais ma première année, j'ai fait histoire de l'art. Parce que l'art, j'avais une grande imagination et l'art, ça me faisait penser, ça me rapprochait plus du stylisme. Puis, bien sûr, je pensais à l'archéologie, à l'Égypte, à beaucoup de choses. Et finalement, lors du premier semestre, on a surtout parlé des clochers des églises, et tellement il y en a à Poitiers. Donc finalement, ça m'a pas vraiment passionnée, même si c'est un peu réducteur de réduire mon premier semestre d'histoire de l'art à ça. En tout cas, ça m'a pas passionnée. Et à l'époque, il fallait choisir une mineure. J'avais hésité entre philosophie, musicologie et psychologie. Et comme j'avais déjà fait de la musique au collège et de la philosophie grandement au lycée, j'ai choisi par curiosité psychologie. Et je suis tombée en curiosité devant cette discipline. J'avais un prof à l'époque qui s'appelait Monsieur Ricato, qui m'a beaucoup marquée. Et je me suis dit, j'aimerais, quand je serai professionnelle, être comme lui. Et donc c'est comme ça que je me suis orientée vers des études de psychologie. À la fin du premier semestre, j'ai demandé au doyen de l'université de prendre en majeure psychologie et d'arrêter l'histoire de l'art. Et puis chemin faisant, ça m'a menée jusqu'à la licence de psychologie et je suis allée faire mon master à la fin de ma licence de psychologie et mon master à Bordeaux. J'avais envie de découvrir, effectivement, de sortir du Poitou-Charentes, là où je suis née, pour découvrir un peu plus loin. L'université de Bordeaux était très différente et j'ai fait un stage dans un ESAT, qui est un établissement et service d'aide par le travail à Capsieux. Et il y avait le docteur Fortin, une psychiatre à l'époque, qui travaillait aussi à l'UMD de Cadillac. Et j'ai eu des échanges avec elle et avec le psychologue aussi, monsieur Veillard, à l'époque. Il y a une quinzaine d'années maintenant, un peu plus, qui m'ont vraiment intéressée. Et j'ai été confrontée à des patients qui souffraient de pathologies lourdes et qui avaient été incarcérés. Et donc je me suis posé la question de la prison, puisque j'avais jamais été confrontée avant et je m'y étais jamais vraiment intéressée. Et c'est comme ça que j'ai rencontré des étudiants qui allaient donner des cours en fait dans les prisons. J'ai toujours été en fait très investie sur le plan associatif. Et donc c'est comme ça qu'ils m'ont recrutée au GENEPI, qui est le groupement national d'enseignement aux personnes incarcérées. Et je suis retournée donc à l'université de Poitiers, puisque suite à cette rencontre, j'ai souhaité me spécialiser en criminologie et victimologie. Donc je suis retournée à Poitiers, réaliser le diplôme universitaire de sciences criminelles avec les masters droit carrière judiciaire à l'époque.
Et puis je me suis orientée aussi vers un master en psychologie clinique, psychopathologie, option criminologie et victimologie, qui a ouvert donc en 2008-2009. Je faisais partie de la première promotion à Poitiers. C'était très intéressant et j'ai pu effectuer mon stage au service au SMPR, qui est le service, enfin maintenant ça s'appelle plus comme ça a changé, mais qui est un service en fait médico-psychologique en fait en prison, pour accueillir les personnes détenues qui souffrent de troubles psychiques. Et au niveau du SMPR, c'est pareil, j'ai fait des rencontres avec des collègues qui travaillent toujours d'ailleurs maintenant, mais c'est plus à la maison d'arrêt de la Pierre-Levée, elle a été transférée, c'est devenu un centre pénitentiaire à Vivonne. Et là encore, ça m'a poussée plus loin au niveau de mon questionnement, de mes connaissances. J'ai fait un mémoire sur la relation transféro-contre-transférentielle avec un patient qui avait tué une jeune femme. Et voilà, ça m'avait beaucoup marqué, donc j'ai étudié effectivement une analyse clinique pour mon mémoire de master. Et puis après, j'avais à cœur de travailler. Donc je suis allée quelques mois, puisque c'était à côté, j'avais été recrutée, j'ai travaillé quelques mois au centre hospitalier Henri Laborie. Et comme j'avais à cœur de mettre en pratique mes expériences à la fois d'études et de bénévoles et de stagiaires, je suis allée sur l'ouverture du centre pénitentiaire Saint-Aubarouto, près du Havre, la maison d'arrêt du Havre qui a été transférée aussi dans un centre pénitentiaire en milieu rural. Et là, j'ai été confrontée au mal-être aussi des personnels pénitentiaires. Et c'est cette expérience-là qui m'a donné envie plus tard de réaliser une thèse de psychologie sur le mal-être et le suicide des personnels pénitentiaires, de comprendre comment le travail était à ce point essentiel dans l'homme pour favoriser, être un puissant facteur protecteur ou au contraire le fragiliser. Et dans le même temps, j'avais envie aussi d'avoir une dimension, de comprendre de manière un peu plus large. Donc j'ai également suivi un master de philosophie et de sciences du langage en parallèle de mes premières années de thèse. J'ai obtenu une bourse de l'École nationale de l'administration pénitentiaire pour cette thèse. Elle a duré longtemps. J'avais à cœur aussi de prendre le temps puisque je travaillais en même temps aussi. Et puis c'était une reprise d'études. Donc c'était une expérience très importante, enrichissante. Et dans le même temps, j'ai été aussi présidente des anciens du Génépi, administratrice, et aussi pendant 7 ans à l'Appel des Appels, une association qui est présidée par Roland Gori. Donc j'ai accompagné pendant 7 ans. Et puis c'est la rencontre aussi avec Roland Gori qui a fait que je me suis inscrite en thèse avec Marie-Josée Delvolgo, puis je l'ai soutenue à Poitiers. Finalement, je suis partie plusieurs fois de l'université de Poitiers, mais j'y ai soutenu à la fois mon master, donc mon titre de psychologue, et mon titre de docteur en psychologie en septembre 2021. J'ai aussi obtenu un prix pour mes travaux de recherche pour ma thèse en 2023, un prix qui m'a été remis à l'ENAP par le cabinet Équilibre. Et tout ce cheminement, ça m'a emmenée jusque-là aujourd'hui, et ça fait aussi celle que je suis aujourd'hui. Toutes ces expériences humaines, en fait, m'ont amenée à avoir aussi un regard sur l'être humain et à proposer un accompagnement du mieux que je peux, mais jamais seule. C'est-à-dire que pour faire des projets ou pour être le meilleur professionnel possible, si tant est que ça puisse exister, puisqu'on est tous des êtres humains vulnérables et faillibles, et ben il faut savoir s'entourer, parce que quand on travaille dans des milieux comme ça, parfois aux confins de la violence et de l'humanité, il faut savoir pouvoir accueillir ça, pouvoir s'interviser entre nous, et puis aussi bénéficier de supervision, écrire, penser, et ça c'est possible parce qu'on a d'autres qui l'ont fait avec nous, parce qu'on a des aînés, parce qu'on a la chance parfois d'avoir un climat familial ou d'autres personnes qui sont là pour nous, pour nous aider. Je vois, mon mari, je l'ai rencontré quand je travaillais en prison, et on a passé des longues heures justement à parler autour de mon travail, des difficultés et de ce que j'aimerais faire par la suite, et comment aussi transformer cette expérience professionnelle qui était parfois difficile. Maintenant, je forme de manière très régulière, puisque je suis formatrice à la fois en prévention suicide, donc je suis formatrice régionale pour les 3 modules de prévention suicide.
à la fois le module Sentinelle, qui est une formation à destination des citoyens repérés dans la cité et qui ont le souci d'autrui. C'est vraiment sur la base du volontariat. Ensuite, on forme au module évaluation du potentiel suicidaire et orientation. Là, on va former essentiellement des professionnels en libéral, des médecins généralistes, des infirmiers et plus largement des professionnels aussi du médico-social qui pratiquent l'entretien clinique. Et enfin, on va former à l'intervention de crise les personnels hospitaliers, psychiatres, psychologues, infirmiers, puisqu'eux vont être le dernier maillon de la chaîne. En cas d'urgence élevée, d'urgence vitale, ils seront en charge de désamorcer la crise suicidaire, de réouvrir le champ des possibles. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un maillage, à la fois les citoyens pour repérer la souffrance psychique, les évaluateurs pour pratiquer ce qu'on appelle l'UDR, à la fois l'urgence, la dangerosité, les facteurs de risque, les facteurs de protection qui vont venir contrebalancer les facteurs de risque, voir si la personne peut être suivie en libéral ou si là, effectivement, elle a besoin d'aller aux urgences psychiatriques ou parfois, dans des cas plus rares, d'être hospitalisée. Et puis je suis aussi formatrice pour les premiers secours en santé mentale. Donc là, le but c'est une formation citoyenne, c'est pour apprendre à aider un ami, un proche, un collègue qui ne va pas bien. Donc il y a un plan comme les premiers secours physiques où c'est protéger, alerter, secourir. Là c'est différent, mais c'est aussi un plan d'action qui s'appelle Aérer. Et on forme à la fois... Il y a un module standard et il y a aussi un module jeune qui est pour former les personnes qui interviennent auprès d'un public jeune. Donc c'est vraiment pour un public très large. Oui. Qu'est-ce qui fait que je suis une femme exceptionnelle ? Ce qui fait que quelqu'un est exceptionnel, c'est vraiment aussi déjà la chance, à mon avis, que j'ai eue de vivre à cette époque, d'être une femme en France, d'avoir pu accéder aux études, d'avoir pu aussi avoir le soutien de mon mari, de ma famille, de me regarder aussi dans les yeux de mes filles qui encore hier, ma grande qui a 7 ans m'a donné à la garderie un petit papier en me disant « Maman, t'es la plus forte du monde » et elle a fait, et de l'autre côté il y avait écrit avec des cœurs « Si vous êtes en souffrance, et ben moi j'habite à Charon » et elle avait mis son adresse et elle a dit « Moi je peux parler avec vous » et donc je me suis dit c'est ce qui nous rend exceptionnels, c'est le regard des autres, c'est aussi mes collègues, on travaille sur des choses, sur des projets importants et en fait ce qui fait quelque chose d'exceptionnel, c'est aussi tout l'entourage en fait et tout ce qui peut être mis en place ensemble.